Qui ne rêve pas de gagner sa vie? Vous pouvez peut-être vous plaindre d'un patron qui vous impose des horaires un petit peu trop tardifs à votre goût ou d'une collègue dont vous devez sans cesse réparer les bourdes. Mais enfin, c'est quand même difficile de nier que le travail est une activité utile et nécessaire parce qu'il nous permet tout simplement de vivre. Et on peut quand même aussi y trouver une certaine satisfaction, notre place dans la société, être utile aux autres, produire quelque chose, fabriquer, réaliser un objet, et ainsi de suite. Et pourtant, vous avez peut-être parfois aussi éprouvé ce sentiment de perdre votre vie et votre temps au travail. À quoi est-ce que ça tient, alors même qu'on pourrait penser que les nouvelles technologies, les progrès juridiques, sociaux, permettent au contraire d'alléger la pénibilité du travail? Est-ce que donc ça a du sens de réactiver ce slogan de mai 68, perdre sa vie à la gagner? Donc le travail, en effet, est vraiment lié à la vie. On travaille pour vivre, puisque c'est grâce au salaire qu'on touche qu'on va se nourrir, se loger, se vêtir, et ainsi de suite. Mais le lien entre le travail et la vie, il est plus fondamental en fait, parce que c'est aussi toute notre vie qu'on engage dans le travail, et donc d'ailleurs c'est bien là que le bât blesse, comme l'a très bien montré Marx. Donc, vous savez, Marx, ce philosophe du 19e siècle, qui est encore l'un des auteurs qui a vraiment marqué les sciences sociales, il est issu d'une famille bourgeoise avec laquelle il rompt, et a toujours refusé le travail salarié, même jusqu'à vivre dans une certaine misère, pour se concentrer sur ses travaux, ses recherches, ses engagements politiques et intellectuels. Alors la phrase « perdre sa vie à la gagner » ne se trouve pas littéralement dans ces textes, mais elle est vraiment au cœur de son analyse du travail ouvrier et salarié. D'abord, l'idée c'est vraiment que on va déployer en fait notre vie dans le travail. Ce que Marx appelle la force de travail, vous connaissez peut-être l'expression, ce n'est pas juste la force physique, c'est vraiment tout ce qui, dans la personnalité vivante du travailleur, peut être mobilisé pour produire une marchandise. Donc ça peut tout à fait être des dispositions intellectuelles chez, je ne sais pas, quelqu'un qui fait des vidéos philosophiques, par exemple. Donc quand je travaille, je mets en fait au service justement de ce travail toute ma vie au sens de mon énergie vitale et ma personne vivante dans son intégralité. Mais en même temps, je dépense cette vie à travers justement l'énergie que ça me coûte en fait. Et donc on voit bien qu'il y a un hic et quelque chose qui tourne à vide. En gros, l'idée c'est à quoi ça sert de toucher un salaire si quand je rentre chez moi le soir, je ne peux rien faire d'autre que m'effondrer sur mon canapé devant Netflix parce que je suis épuisée par une longue journée de travail. Derrière cette analyse, il y a la question en fait assez fondamentale du temps dans le travail qui a été vraiment révélée par l'utilisation des nouvelles technologies. Vous avez sûrement entendu des témoignages de livreurs ou de chauffeurs VTC, par exemple, les témoignages des femmes de ménage des Batignolles, récemment les postiers et les postières de Chambéry qui sont entrés en grève. En fait, ils racontent tous la même chose, c'est la cadence imposée et le contrôle absolu du temps qui est vraiment facilité par l'utilisation des algorithmes et des nouvelles technologies. Et donc, ce qu'imposent ces machines, mieux que n'importe quel homme pourrait le faire en fait, c'est le contrôle vraiment rigoureux du temps. Par exemple, du temps de pause, qui est un temps pendant lequel le salarié en fait ne produit rien et presque, en quelque sorte, c'est le mot de Marx, vole en fait du temps parce qu'il pourrait et devrait être productif pendant ce temps de pause. Pire, ce sont les cadences aussi imposées qui rendent le travail presque infaisable et qui surtout lui ôtent en fait tout ce qui peut lui donner justement une dimension humaine. Par exemple, le temps dont le livreur va avoir besoin pour attacher son vélo et discuter avec la personne qui le livre. Le temps, pareil en fait, que le postier ou la postière va passer à discuter avec l'usager à qui il distribue le courrier. Ou même le temps nécessaire pour effectuer correctement une tâche. Les revendications des femmes de ménage des Batignolles, c'était tout simplement que c'est pas possible en fait de faire une chambre dans le temps qui est imposé. Le sentiment d'épuisement au travail, il découle donc de cette course permanente après le temps.
Et c'est pas seulement un épuisement physique, on peut parler d'un épuisement, d'un écrasement de toute l'âme qui rend la révolte impossible. Ce sont les mots qu'emploie Simone Weil, une philosophe du début du XXe siècle, qui est une grande lectrice de Marx, et qui, elle, s'est engagée à l'usine, chez Alstom, chez Renault, au début du XXe siècle. Et c'est la conclusion qu'elle tire de ces expériences, justement, de travail ouvrier. Les cadences imposées réduisent, écrasent l'individu, en font presque un esclave, selon ses propres mots. Et alors on voit que c'est toute l'existence en fait qui perd de son sens, puisque le temps, la vie qui sont mangés par le travail sont autant de vie et de temps qui ne sont pas disponibles pour d'autres choses, pour soi, pour les autres, la famille, les amis, un engagement citoyen, ces choses qui justement donnent du sens à l'existence. Et ce, d'autant plus pour les femmes, pour qui le travail domestique et familial s'ajoute encore à l'emploi. Et donc on comprend mieux cette idée que on peut avoir le sentiment de perdre sa vie à la gagner, que la place du travail dans nos existences doit être finalement réfléchie, peut-être même collectivement redéfinie si nous voulons que nos existences gardent du sens. Et de ce point de vue-là, on ne peut que se réjouir que les plus jeunes d'entre vous soient déjà en train d'opérer cette révolution en refusant précisément que le travail les conduise à sacrifier leur vie privée ou leurs valeurs.